Je suis fait, et j'avais 33 ans, la nuit où mon père a mis mon grand-père à la porte, en pleine tempête. C'était un mardi de mars, avec ce genre de pluie de l'ouest du Texas, qui tombe à l'horizontale, et dure des heures. Mon téléphone a vibré une fois, un message d'une voisine, que je connaissais à peine. Ton grand-père est assis sur le porche avec ce temps, a-t-elle écrit, avec ses bagages et tout le reste. J'étais à 40 minutes de là. J'ai fait le trajet, en 30 minutes. 8 mois plus tôt, mon grand-père avait vendu son ranch pour 1,2 million d'euros, et avait remis chaque centime, à mon père. Il n'avait demandé qu'une seule chose en retour, quelques mots, prends soin de moi. Ce que la lecture du testament a révélé, 3 mois plus tard, après son départ, lorsque l'avocate a ouvert un dossier que personne n'attendait, c'est la partie que personne dans cette pièce n'a vu venir, y compris moi. Or, cette nuit-là, quand je l'ai fait monter dans mon camion, il serrait une seule chose contre sa poitrine. Une vieille radio météo. Permettez-moi de revenir 8 mois en arrière, car l'argent est venu en premier, et l'argent explique tout. Mon grand-père, Harold Anderson, avait 80 ans, lorsqu'il a vendu le ranch. Il avait travaillé cette terre, pendant 51 ans. Quand l'offre est tombée, 1,2 million pour la surface, net. Il l'a accepté. Ensuite, il a fait quelque chose, que je ne comprends toujours pas complètement. Il a tout donné, à mon père. Pas de fonds de placement, ni de chèque avec des conditions. Il a viré la somme totale, sur le compte courant de Roy Anderson, un vendredi après-midi. J'étais là pour la passation, assise à la table de la cuisine de mes parents, avec une tasse de café qui refroidissait. Mon père répétait sans cesse, la même chose. Papa, tu n'es pas obligé de faire ça. Et mon grand-père, qui n'avait jamais gaspillé un mot de sa vie, l'a regardé de l'autre côté de la table, et l'a dit tout simplement, prends soin de moi. C'était là tout l'arrangement, une poignée de main, et 4 mots. Ma mère, Linda, avait gardé les bras croisés tout du long, hochant la tête, comme si c'était elle qui avait négocié la chose. Je me souviens avoir pensé, qu'il était étrange qu'un homme aussi prudent, cède absolument tout, sur une simple promesse. Alors, je lui ai demandé, grand-père, pourquoi n'as-tu pas mis ça par écrit? Il m'a souri, ce sourire lent, qu'il réservait pour les moments où il pensait, que vous posiez presque la bonne question. Certaines choses s'écrivent, fait, m'a-t-il dit. Et d'autres, on finit par les découvrir. Je ne savais pas, ce que cela voulait dire. Je me suis dit, que c'était des paroles de vieil homme, le genre de phrase qui sonne comme de la sagesse, mais qui signifie juste, qu'il ne voulait pas s'embêter avec un avocat. J'avais tort sur ce point. Tout comme j'ai eu tort, sur presque tout cette année-là. Il a croisé les mains, sur cette radio météo posée sur la table, et n'a rien ajouté d'autre. Le chèque a été encaissé, dès le lundi. Vous devez savoir qui était mon grand-père, sinon, rien de la suite n'aura de sens. Harold Anderson était l'homme riche, à l'allure la plus pauvre et le plus économe, de tout l'État du Texas. Il rafistolait ses bottes de travail, avec de la colle à chaussures, jusqu'à ce que les semelles soient plus faites de colle, que de cuir. Il buvait son café, dans une seule tasse en émail bleu ébréché, la même depuis ma naissance, et il la lavait à la main, à chaque fois. Quand la climatisation de son camion a rendu l'âme, il a roulé les fenêtres baissées, pendant 3 étés, plutôt que de payer pour la réparer. Nous pensions tous, que le ranch représentait toute sa vie. Que ce 1,2 million, c'était l'existence entière d'Harold, convertie en argent liquide. Il ne nous a jamais corrigés, mais de temps en temps, il disait une chose, qui ne collait pas avec l'homme, que nous pensions connaître. L'après-midi suivant l'encaissement du virement, je l'ai reconduit au ranch vide, pour qu'il puisse longer la clôture, une toute dernière fois. Il s'est arrêté à la barrière du bétail, et a regardé ce grand vide plat et brun. Les gens pensent, que ce n'est que de la saleté et de la terre, a-t-il dit. Mais cette terre, n'a jamais été que de la terre. Je lui ai demandé, ce qu'il voulait dire par là. Il n'a pas répondu. Il a juste sorti, une petite clé en laiton attachée à un cordon en cuir usé, celle qu'il portait toujours sous sa chemise, et il l'a tournée entre ses doigts, comme une pierre d'inquiétude. J'avais 33 ans, et je venais de subir, une belle leçon d'humilité. Ma propre start-up, une entreprise de capteurs de sol agricole, dans laquelle j'avais investi 4 ans et chaque euro que je possédais, avait fait faillite, au printemps précédent. Je faisais du codage en freelance, depuis un appartement d'une chambre, et je faisais semblant, d'avoir un plan pour l'avenir. Alors,
quand mon grand-père a parlé de cette terre, qui n'était pas seulement de la terre, je l'ai écouté d'une oreille. Exactement comme on le fait, quand on est trop occupé, à perdre le contrôle de sa propre vie. Il a glissé la clé, sous son col. Nous sommes rentrés à la maison dans la chaleur, avec les fenêtres baissées. Cette clé en laiton, est devenue un petit jeu entre nous. Il l'a portée partout, même à la table du dîner. Et une fois, je lui ai demandé carrément ce qu'elle ouvrait, il l'a pincée à travers sa chemise, et a souri de toutes ses dents. Cette clé ouvre toujours, quelque chose qui vaut la peine d'être ouvert, a-t-il dit. C'est tout ce que je dirais, à une fille qui a perdu, une entreprise entière. Venant de n'importe qui d'autre, cela m'aurait blessé. Venant de lui, c'était presque tendre. C'était la façon d'Harold de dire, qu'il ne m'avait pas rayé de la carte, même si moi, je l'avais fait. Il a emménagé dans la maison de mes parents en ville, cette semaine-là. Roy lui a donné la chambre du fond, qui était autrefois celle de mon frère, Dal. Pendant environ un mois, tout avait l'air de bien se passer, vu de l'extérieur. Puis, les appels téléphoniques ont commencé. Ma mère m'appelait, avec une voix feignant savamment l'inquiétude. « Fais, est-ce que ton grand-père t'a dit quelque chose à propos de nous ? À propos de la maison ?» Je répondais que non, parce qu'il ne l'avait pas fait. Linda restait silencieuse, une seconde de trop. « Eh bien, disait-elle, il devient confus. Nous voulons juste, gérer les choses correctement. » Je n'avais pas de mots pour cela, à l'époque. Mais aujourd'hui, j'en ai un. C'est la plus vieille tactique, dans la maltraitance des personnes âgées. On isole la conversation sur l'argent. On garde le parent responsable, dans l'ignorance totale. Et on appelle ça, de la gestion. Ma mère était très douée, pour ce genre de choses. Elle avait grandi avec rien, et s'était mariée dans la famille Anderson, s'attendant à bien plus, que ce que la frugalité d'Harold ne lui a jamais offert. 30 ans à se sentir pauvre et prisonnière de sa maison, dans une famille qui, pourtant, possédait des terres. Quand le 1,2 million est arrivé, quelque chose en elle a décidé, qu'il lui était enfin, et depuis très longtemps, dû. Je n'ai pas vu le danger, dans ces appels téléphoniques. Je pensais que mes parents, étaient simplement fatigués. Je croyais que s'occuper d'un vieil homme, c'était tout simplement difficile. Je me suis répété cela pendant des semaines, jusqu'à cette fameuse nuit, où les sacs se sont retrouvés sur le porche, sous la pluie. Nous voilà donc de retour, à ce mardi de mars. La pluie, le texto de la voisine. J'ai quitté un appel vidéo en plein milieu d'une phrase, j'ai attrapé mes clés, et j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents, avec des essuie-glaces qui perdaient leur combat, tout au long du trajet. Quand je me suis garé, mon grand-père était assis sur les marches d'entrée, sous la lumière du porche. 2 sacs en toile à côté de lui, déjà complètement trempés. Cette même radio météo, était serrée contre sa poitrine, comme un enfant tient une peluche. L'antenne déployée, le petit haut-parleur crépitait, pour diffuser un avis de tempête dont personne n'avait besoin, parce que la tempête, était juste là. La lumière du porche, était allumée. Les lumières de la maison, étaient éteintes. Il l'avait mis dehors, et était allé se coucher. J'ai remonté l'allée, et mon père a ouvert la porte, avant même que je puisse frapper, comme s'il avait attendu, pour se justifier. « Fais, ce n'est pas ce que tu crois, » a dit Roy. Il y a une liste d'attente à Sage Meadows. Nous voulons juste. Ma mère est apparue derrière lui, dans sa robe de chambre. Nous l'avons emmené sur le trottoir, pour que la navette de transport le trouve facilement, a-t-elle déclaré. Le matin, pendant un orage, à 22 heures. Je leur ai demandé, depuis combien de temps, il était dehors. Roy a regardé le sol. Linda a levé le menton. Il n'est plus notre problème, a-t-elle dit. Nous avons fait notre part. Il n'y a pas de navette, ai-je répondu. Il n'y a pas de maison de repos Sage Meadows. Il y a juste un homme de 80 ans, laissé sous la pluie. Personne ne m'a répondu. Alors, j'ai arrêté de leur parler. J'ai redescendu les marches, je me suis accroupi devant mon grand-père, et j'ai posé ma main, sur la radio froide. Et, ai-je dit, on va te sortir de là. Il m'a regardé. Et pour un homme, qui soi-disant avait été confus tout le mois, selon les dires de ma mère, ses yeux étaient, en réalité, parfaitement clairs. Prends soin de moi, a-t-il dit. Doucement. Ce n'était pas une supplication, mais plutôt, comme s'il me transmettait quelque chose.
J'ai pris ses sacs. Je l'ai aidé à monter, dans le camion. Pendant que je l'attachais, la lumière du Porsche s'est éteinte derrière nous. Nous nous sommes éloignés de cette maison, dans l'obscurité, la radio crépitant toujours, entre nous. Mon appartement faisait 75 mètres carrés, et n'était pas conçu, pour 2 personnes. J'ai laissé la chambre à mon grand-père, et j'ai pris le canapé convertible. Cette première nuit, je l'ai dépouillé de ses vêtements mouillés, je l'ai mis dans un des t-shirts de mon ancienne entreprise, et je l'ai installé avec des couvertures supplémentaires, pendant que le radiateur cliquetait. Il ne s'est pas plaint. Harold ne se plaignait jamais. Il s'est assis sur le bord de mon lit à minuit, essuyant cette radio ridicule, avec un torchon de cuisine, vérifiant qu'elle fonctionnait toujours. Elle fonctionnait toujours. Dès le 2e jour, j'avais réorganisé ma vie entière, autour de lui. J'ai créé une feuille de calcul. Je suis ingénieur en logiciel. Les feuilles de calcul, c'est ma façon de montrer aux gens que je les aime, avec ses médicaments, son planning pour la tension artérielle, son rendez-vous en cardiologie, et les aliments, qui ne faisaient pas la guerre à son estomac. J'ai déplacé mes appels professionnels tôt le matin, pour que mes après-midi soient entièrement pour lui. Je me disais que c'était temporaire, juste le temps, que les choses se calment. Juste le temps, que mes parents retrouvent la raison. Ils n'ont pas appelé. C'est mon frère, qui l'a fait. Le texto de Dal est arrivé le 3e jour. N'en fais pas toute une histoire, fais, disait le message. Maman et papa avaient leur raison. Il est très difficile à gérer. Je l'ai fixé pendant un moment. Très difficile à gérer. L'homme pesait 68 kilos, et ne demandait absolument rien. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé la porte fermée de la chambre, la ligne de lumière en dessous, et j'ai écouté le doux grésillement de la radio, qu'il gardait allumée à bas volume toute la nuit, pour que l'appartement ne soit pas si silencieux. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais payer le cardiologue, avec mes seuls revenus de freelance. Je n'avais aucune idée de la durée de ce temporaire. Ce que je savais était plus simple qu'un plan. Je n'allais pas le renvoyer là-bas. Peu importe ce que cela coûterait, en argent, en sommeil, ou pour ma propre vie au point mort, je n'allais pas le renvoyer. Voici le truc, à propos des gens qui font une chose horrible, en privé. Ils travaillent 2 fois plus dur, pour avoir l'air bien, en public. En moins d'une semaine, ma mère avait inventé une histoire, et elle l'a racontée à tout le monde. Elle l'a racontée à l'église. Elle l'a racontée à mes tantes, au téléphone. Elle l'a racontée aux cousins, sur le fil de discussion de groupe, sur lequel j'étais encore présente, je ne sais comment. Nous avons tout fait pour Harold, disait-elle. Nous l'avons accueilli. Nous avons pris soin de lui. Effet a débarqué, et l'a emmené pour marquer des points. Nous avons le cœur brisé. Ma tante Carole m'a appelé, la voix prudente. Ma chérie, a-t-elle dit, ta mère se fait un sang d'encre. Pourquoi l'as-tu emmené, sans les prévenir? Je lui ai dit la vérité. Le Porsche, la pluie, les sacs. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis, Carole a dit la chose, qui m'a fait comprendre, de quel côté la famille allait pencher. Eh bien, tu sais que ta mère exagère, mais elle ne l'aurait pas mis dehors comme ça. Elle n'est pas comme ça. Les gens croient la version, qui leur permet de continuer à aimer, ceux qu'ils aiment déjà. Je l'ai compris. Je l'ai même pardonné. Mais cela signifiait, que j'étais désormais seul. Ma mère avait 30 ans d'avance, pour jouer le rôle de la personne sympathique, et moi, je venais de perdre une entreprise, et de déménager un vieil homme malade, dans un studio. Sur le papier, j'avais tout de la personne instable. Tu as toujours adoré, jouer les martyrs, fait. C'est ce qu'a dit ma mère, la seule fois où elle m'a appelé ce mois-là, pour me demander si grand-père avait mentionné l'argent du ranch. Non pas pour savoir comment il allait, mais s'il avait parlé de l'argent. Je lui ai dit qu'il dormait, et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis assise sur mon canapé-lit, et j'ai calculé le reste à charge de la cardiologie, que je ne pouvais pas payer. Et j'ai ri, car l'alternative était de faire cette autre chose, pleurer, et je m'étais promis que je ne le ferais pas devant lui. J'ai fini par craquer, et j'ai appelé mes parents une fois. Pas pour moi, pour lui. Ces médicaments pour la tension artérielle étaient passés à 240 €, après que le cardiologue eut ajusté la dose, et je venais juste de voir un contrat m'échapper. Alors,
j'ai ravalé chaque once de fierté qu'il me restait, et j'ai appelé les personnes assises, sur un magot de 1,2 million d'euros, pour leur demander de partager les frais d'une ordonnance, destinée à l'homme pour qui cet argent était prévu. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie. Je lui ai expliqué la situation, de manière neutre. Pas de drame, juste des chiffres. Il y a eu une pause. Puis elle a parlé, d'un ton si raisonnable, qu'il m'a fallu une seconde, pour sentir la lame du couteau. Nous avons pris soin de lui, fait. Le chèque a été encaissé. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Cela signifie que nous avons fait notre part, a-t-elle dit. Nous avons pris la responsabilité. Nous avons reçu l'argent. C'est réglé. Il est ton projet, maintenant. Il est ton projet, maintenant. Comme si une personne était un petit boulot d'appoint que j'avais accepté. Je n'ai pas argumenté. Se disputer avec ma mère, c'était comme se battre avec de la fumée. Vous finissiez épuisé et sale, sans rien avoir entre les mains. J'ai juste dit d'accord, et j'ai raccroché, restant debout dans ma cuisine, pendant 1 minute. Et c'est là que tout a finalement fait tilt. J'ai compris toute l'ampleur de la chose. Pour mes parents, ce 1,2 million n'était pas un fonds de placement. Ce n'était même pas vraiment un paiement. C'était un rachat. Ils avaient encaissé un chèque, et considéraient que leur père était remboursé, réglé, un dossier clos. La promesse était un reçu pour eux. L'engagement, prends soin de moi, avait été respecté par l'encaissement du chèque, et dans leur grand livre comptable, les comptes étaient, désormais équilibrés. Je suis allé voir mon grand-père. Il était réveillé, adossé sur ses oreillers, la radio murmurant doucement. « Ça va, gamine ?» a-t-il demandé, parce que, curieusement, c'était lui qui s'assurait que j'allais bien. « Jamais été mieux », ai-je répondu. Il ne m'a pas cru, mais il m'a laissé le bénéfice du doute. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il commencerait à essayer de réparer ma vie, pendant que j'étais occupé à réparer la sienne. Ça a commencé par de petites choses. Il me regardait, voûté sur mon ordinateur portable, à la table de la cuisine, en train de débugger l'application d'inventaire de quelqu'un d'autre pour 90 € l'heure, et il me demandait, qu'est-il arrivé, à ton propre projet? Mon propre projet, c'était un réseau de capteurs d'humidité du sol, des sondes bon marché, un petit modèle météorologique, un logiciel qui disait à l'agriculteur quand irriguer, et quand attendre, la pluie à venir. J'avais construit un vrai produit. J'avais juste manqué d'argent, avant que le marché ne le remarque. Il est mort, lui ai-je dit. Trop cher à fabriquer. Personne ne l'aurait acheté, à ce prix. Il a pris sa tasse en émail bleu ébréché, celle que j'avais emballée depuis la cuisine du ranch sans demander, et l'a fait tourner, entre ses mains. Les bons outils méritent leur prix, a-t-il dit. Alors, fabrique un outil, moins cher. Je lui ai dit que ce n'était pas si simple. Il a répondu, la plupart des choses que les gens qualifient de compliquées, sont juste chères, et la plupart des choses chères, viennent du refus, de recommencer à zéro. Puis, il a commencé à poser des questions. De vraies questions. Comment la sonde sait-elle qu'il fait humide? Quelle est la partie la plus fragile? Pourquoi un capteur de pluie coûte-t-il plus cher que la pluie elle-même? À la fin de la semaine, nous avions un carnet rempli de ces croquis carrés au crayon de papier. Un homme qui avait lu le ciel pendant 51 ans, redessinant mon matériel, autour du seul instrument en lequel il avait confiance, cette radio météo cabossée. Nous pouvons extraire le front d'une cellule orageuse, depuis la bande publique, a-t-il dit, en tapotant l'appareil. Pourquoi paies-tu, pour des données satellitaires? Il avait raison. Je payais, pour des données satellitaires. C'était le premier après-midi depuis 1 an, où je travaillais sur ma propre idée, au lieu de corriger le bug de quelqu'un d'autre. Et j'ai remarqué, vers 16 heures, que j'avais oublié d'être triste. Il l'a remarqué, lui aussi. Il n'a rien dit. Il a juste rempli sa tasse. Les gens me demandent comment j'ai pu tout payer, avec un simple travail en freelance. La réponse honnête, reniflement, est que je ne l'ai pas fait. Pas vraiment. J'ai vendu ma voiture, et j'en ai acheté une moins chère. J'ai simplement refusé de le renvoyer chez eux. Si vous avez déjà porté discrètement un fardeau plus lourd que votre budget, pour quelqu'un qui aurait fait de même pour vous, sans jamais tenir les comptes, commentez, je te vois, et abonnez-vous,
pour ne pas manquer la fin, car cela ne se termine pas, comme vous le pensez. Nous avons reconstruit le prototype, autour de sa radio, le 2e mois. Et la nuit où il a enfin fonctionné, il m'a parlé des tempêtes. La sonde communiquait désormais, avec la bande météo, extrayant les données de pression, de la même fréquence publique qu'il écoutait, depuis avant ma naissance. Et quand le petit écran a clignoté, affichant son premier avertissement de pluie correcte, il a éclaté de rire. Un son que j'avais dû entendre, peut-être 4 fois dans ma vie. Puis, il est devenu silencieux, de la bonne manière, et il a commencé à me parler du ranch. Pas de la terre, mais de ce qu'il y avait, en dessous. Il m'a parlé des puits qui se sont révélés secs, et de celui qui ne l'était pas. Il m'a raconté l'histoire d'un homme en costume, qui était apparu en 1979, et avait proposé de louer les droits miniers, et comment tout le monde en ville disait qu'Harold était un fou d'avoir signé, parce qu'il n'y avait rien là-dessous. Il m'a confié qu'il gardait la radio allumée, à chaque saison des tempêtes depuis 51 ans, parce que la météo était la seule chose honnête sur le ranch. La seule chose qui ne pouvait pas vous mentir, ou changer d'avis. J'ai demandé ce qu'il était advenu de l'homme de 1979. Il a juste souri, et a dit, « La terre n'a jamais été que de la terre, fait. » La même phrase, qu'à la clôture vide. Cette fois-ci, cela ressemblait moins à de la sagesse, et plus à un fait, qu'il décidait s'il devait me révéler, ou non. Il ne me l'a pas dit. Il a posé la radio sur la table de nuit, et a dit quelque chose, qui aurait dû attirer mon attention, bien plus que ça ne l'a fait. « J'ai besoin que tu me conduises quelque part, la semaine prochaine, » a-t-il dit. Il y a une personne, que j'ai trop repoussé le moment, d'aller voir. J'ai demandé qui. Il a répondu, quelqu'un, qui garde les choses par écrit. Et puis il a éteint la lumière, et la radio a doucement crépité dans l'obscurité, tandis que je restais allongé sur mon canapé-lit, me demandant bien qui gardait les choses par écrit. Il a commencé à se fatiguer, au cours du 3e mois, de cette manière, qui ne s'annonce pas. Il dormait plus tard. Il s'assoupissait au milieu d'un croquis, le crayon encore, entre les doigts. La tasse en émail bleu ébréché, restait sur la table, à moitié pleine et refroidissant. Et c'est ce qui m'a effrayé, plus que tout au monde. Car Harold Anderson n'avait jamais de sa vie laissé perdre une tasse de café. J'ai rapproché ses rendez-vous médicaux, et je me suis persuadé que le cardiologue aurait un ajustement, une autre dose, une nouvelle solution. J'ai pris 2 contrats supplémentaires pour couvrir les visites, et je fonctionnais, avec seulement 5 heures de sommeil. Et j'ai perdu patience avec un client, perdant ainsi, ce contrat-là aussi. Et je n'en ai parlé à personne, parce qu'il n'y avait personne, à qui le dire. C'était le piège, dans lequel je me trouvais. Celui que l'on ne voit pas, quand on est à l'intérieur. Je m'étais entièrement construite, autour de l'idée d'être celle, qui gère la situation. Et tout gérer seul, était devenu, ma propre forme de fierté. Je ne demanderais rien à mes tantes. Je ne demanderais rien à Dal. Je n'aurais pas demandé un verre d'eau, à mon propre reflet. Alors, j'ai juste tout absorbé. Absolument tout, jusqu'à ce que mes mains tremblent un peu le matin. Un après-midi, mon grand-père m'a regardé compter ses pilules, pour les mettre dans le pilulier quotidien, la mâchoire serrée, et il a tendu le bras, pour arrêter ma main. « Tu fais ce truc » a-t-il dit. « Quel truc ?»« Ce truc, où tu portes tout le poids, pour que personne ne voie, que tu le portes. » Je lui ai répondu, que j'allais bien. Il m'a offert ce lent sourire. « Moi aussi » a-t-il dit, ce qui, nous le savions tous les deux, était un mensonge. Et d'une certaine manière, cela a rendu les choses plus faciles. 2 menteurs, assis à la table d'une cuisine, refusant d'être tristes ensemble. Ce soir-là, il a de nouveau posé la question, pour le rendez-vous. « La semaine prochaine, ai-je promis ?» Il a hoché la tête, et a fermé les yeux. Sa respiration est devenue lente, et régulière. Et je suis resté éveillé, à regarder la ligne de lumière sous la porte, en écoutant le son de son sommeil. Je l'ai trouvé, pendant que je triais ses médicaments. Il m'avait demandé de remplir son pilulier, à partir du sac de flacons, qu'il gardait dans le tiroir de la table de nuit. Et quand j'ai sorti le sac, quelque chose a glissé avec, et a atterri sur le sol. Une enveloppe scellée, de couleur crème épaisse, avec une petite carte de rendez-vous imprimée, fixée à l'avant avec un trombone. L'enveloppe portait un nom et une adresse, en relief dans le coin.
Margaret Ellison, avocate, succession et fiducie. La carte indiquait une date et une heure, dans 11 jours, et en dessous, avec une écriture qui n'était pas celle de mon grand-père, il y avait un mot, apporter la clé. Je me suis assise sur mes talons, et je l'ai tenue en main. Je ne l'ai pas ouverte. Je veux que vous compreniez cela, parce que j'y ai repensé des centaines de fois depuis. Cet homme avait donné 1,2 million d'euros, et s'était fait jeter à la rue sous la pluie, et sa petite fille, fauchée et épuisée, a trouvé une enveloppe scellée d'un avocat spécialisé en succession dans sa table de nuit, et elle ne l'a pas ouverte. Cela ne m'a même pas tenté. Il y a des portes, qu'une personne doit ouvrir par elle-même. J'ai remis le trombone sur la carte, et j'ai glissé l'enveloppe dans le tiroir, exactement là où elle était. Et quand j'ai voulu ranger le sac, je l'ai vu, m'observer depuis le lit. Il était resté éveillé, tout ce temps. Il a regardé le tiroir, puis moi. Sa main est montée vers son col, et s'est refermée sur la clé en laiton, et son cordon de cuir, de la manière dont vous tiendriez une chose, que vous êtes enfin sur le point d'utiliser. Tu me conduiras jeudi, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai répondu que je le ferais. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je n'ai pas demandé ce que la clé ouvrait. J'ai simplement mémorisé la date, le 11e jour, à 11 heures du matin, Margaret Ellison. Et je l'ai gardée dans un coin de ma tête, comme une pierre au fond d'une poche, pour tout ce qui allait suivre. Le jeudi, je l'ai conduit en ville, jusqu'à un immeuble de bureaux bas, en briques, avec le nom de Margaret Ellison gravé, sur une plaque en laiton, près de la porte. Il s'était habillé pour l'occasion, une chemise repassée, ses bonnes bottes, en laissant à la maison, celle qui était rapiécée. Il a retiré la clé en laiton, de son cou, alors qu'il était encore dans le camion, et l'a serrée dans son poing, pendant tout le trajet à pied. J'ai proposé de revenir le chercher. Il a dit, assieds-toi. Je me suis donc assise dans la salle d'attente, avec un gobelet en polystyrène rempli de mauvais café, et j'ai regardé l'horloge. 53 minutes. Quand la porte s'est ouverte, il est ressorti plus assuré, qu'il ne l'était en entrant. C'est la démarche d'un homme, qui vient de poser un fardeau, qu'il portait depuis très longtemps. L'avocate l'a raccompagné à la sortie. Margaret Ellison, la cinquantaine, des lunettes de lecture relevées, dans des cheveux gris acier, et une poignée de main ferme, de celles qui veulent dire quelque chose. Elle m'a regardé une seconde de plus, qu'une étrangère ne le devrait. Je suis sûr qu'elle ne devinait pas. J'ai confirmé qui j'étais. Elle a hoché la tête une fois, comme si cela confirmait quelque chose, et a dit à mon grand-père, qu'elle s'occuperait du reste. Dans le camion, il s'est attaché, et a regardé le parking à travers le pare-brise, pendant un long moment. J'ai réglé quelque chose, que j'aurais dû régler il y a des années, a-t-il dit. Je lui ai demandé quoi. Il a retourné la clé en laiton, entre ses doigts, puis l'a glissée à nouveau, sous son col. Tu le découvriras, a-t-il dit. Comme toujours. C'était là, toute la philosophie d'Harold en 3 mots, tu le découvriras. J'ai démarré le moteur. Je voulais insister, pour lui demander ce que disait l'enveloppe, ce que la clé ouvrait, ce qu'il avait réglé, et pourquoi maintenant. Mais il avait les yeux fermés, et le visage tourné vers le soleil, qui traversait la vitre. Et pour la première fois depuis des mois, il avait l'air d'un homme en paix. Alors, je l'ai laissé profiter du silence, et je nous ai conduits à la maison. Dal est apparu, le week-end suivant. Mon frère a 38 ans, et il est sous l'eau financièrement. Une rénovation de maison à Odessa, qui a mal tourné. Une deuxième hypothèque. Et ce ton de voix, toujours à mi-chemin, d'une demande d'argent. Il a apporté un bouquet de fleurs achetées en station-service, un sourire, et les intentions transparentes, d'un homme qui a déjà fait ses calculs, sur un parent mourant. Il s'est assis avec grand-père pendant 10 minutes, parlant surtout de lui-même, puis, il est venu me trouver dans la cuisine. Alors, comment va-t-il? Vraiment, a demandé Dal. Et je savais que, vraiment, signifiait, financièrement. J'ai répondu, qu'il était fatigué. Dal a baissé la voix. Écoute, quelqu'un devrait avoir une procuration, pour sa propre protection. Je pense que ce devrait être la famille, moi, maman et papa. Faisons simple. Faisons simple. Je lui ai dit, que mon grand-père se débrouillait très bien, tout seul. Le sourire de Dal s'est fait plus mince. Fait, il y a des choses, que tu ignores.
Il possède des actifs dont personne ne fait le suivi, et s'il s'en va sans que cela soit réglé, ce sera le bazar, pour tout le monde. Je lui ai demandé, quels actifs? Il m'a regardé, comme s'il en avait trop dit, puis il a balayé la question d'un geste. L'argent du ranch, a-t-il dit. L'argent de maman et papa. Mais le mot « actif » m'a interpellé. Au pluriel. Comme s'il y avait bien plus que ce 1,5 million. J'ai rangé cette information, à côté de la pierre déjà enfouie, dans ma poche. Après le départ de Dal, je suis allé voir grand-père. Il avait entendu chaque mot, à travers le mur très fin, bien entendu. Ton frère veut ma signature, a-t-il dit. Je lui ai dit que personne n'obtiendrait une signature qu'il ne voulait pas donner. Il a ri, d'un rire grave et sec. Oh, ils l'auront, leur signature, a-t-il dit. Juste pas celle qu'ils attendent. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Il a tapoté la radio sur la table de nuit, comme on le ferait avec un vieux chien. Monte un peu le son, tu veux bien, a-t-il dit. Il y a du mauvais temps qui arrive. Et c'était le cas. À 3 jours de là, sur la bande longue portée, les premières tempêtes printanières remontaient du Golfe. Bien qu'au moment où elles allaient frapper, tout aurait déjà changé. La dernière soirée, vraiment parfaite que nous ayons eue, était un dimanche. Il se sentait fort. Il a mangé un vrai repas, et s'est assis à la table de la cuisine, pendant que je soudais un nouveau fil de sonde. La radio diffusait doucement un match de baseball. Il a regardé mes mains travailler un moment, puis il a dit, la chose que j'ai gardée pliée, et portée en moi depuis toujours. Tu ne m'as jamais demandé, pas une seule fois, ce qu'il y avait là-dedans pour toi, a-t-il dit. J'ai levé les yeux. Il faisait tourner sa tasse lentement, sur la table. Tes parents, le jour du virement. Ton frère, le week-end dernier. La première question de chacun d'eux a toujours été, qu'est-ce que j'y gagne? Toi, tu m'as gardé 3 mois. Tu as vendu ta voiture. Tu ne me l'as pas demandé, une seule fois. Je lui ai dit, qu'il n'y avait rien à demander. Il a lentement secoué la tête. C'est justement ça, fait, a-t-il répondu. C'est exactement ça. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai dit la chose qui était vraie, la plus simple. Je ne t'ai pas accueilli, pour une raison particulière. Je t'ai accueilli, parce que c'était toi. Il est resté silencieux, un long moment. Puis il a parlé, et il a inversé ses propres mots de grand-père, de façon à ce qu'il s'adresse à moi. Tu as pris soin de moi, a-t-il dit. Au passé, comme s'il refermait un livre, qu'il lisait depuis longtemps. J'ai fait une blague, sur le fait que le travail n'était pas encore terminé. Mange tes légumes. Et il m'a laissé faire. Mais quelque chose s'était apaisé en lui. Une tranquillité que j'ai prise pour de la paix, et que je n'ai comprise que plus tard, c'était un homme, qui touchait au but. Il s'est couché tôt. J'ai bordé sa couverture, et j'ai baissé le son de la radio. Sans l'éteindre, comme il l'aimait. À la porte, il a dit, bonne nuit, gamine. J'ai répondu, bonne nuit, grand-père. Ce furent les derniers mots ordinaires, que nous avons échangés. Je ne le savais pas. Lui, peut-être que si. Je vais vous raconter, ce que l'avocate a lu à voix haute, et je vous promets que cela valait la peine, d'attendre. Mais d'abord, si vous avez un parent ou un grand-parent vieillissant, et que vous n'avez jamais, ne serait-ce qu'une fois, mis vos accords de prise en charge par écrit, considérez ceci, comme un signe. Une poignée de main, n'est pas un plan. Un chèque encaissé, n'est pas un contrat. Commentez, c'est noté, si vous aviez besoin d'entendre cela, aujourd'hui. Abonnez-vous et restez avec moi, car c'est ici, que tout bascule. Il ne s'est pas réveillé, un mercredi matin. Je l'ai su, avant même d'ouvrir la porte de sa chambre. De la même manière que vous savez qu'une maison est vide, à la seconde même, où vous y mettez les pieds. Il était parti dans son sommeil, quelque part au petit matin. La radio murmurait toujours sur la table de nuit, et sa tasse en émail bleu ébréché, était rincée et retournée, sur l'égouttoir, là où il l'avait laissée, la veille au soir. Il avait lavé sa propre tasse. À 80 ans, 3 mois après avoir été abandonné sur un porche en pleine tempête, la dernière chose qu'il ait faite, fut de rincer sa tasse, pour que je n'ai pas à le faire. Je me suis assise sur le bord de son lit, pendant un long moment.
La radio a continué à parler, une voix calme lisant les prévisions maritimes, pour une côte située à 600 km de là, pour des bateaux qu'aucun de nous deux ne posséderait jamais. À un moment donné, j'ai tendu le bras et je l'ai éteinte. Et l'appartement est devenu tellement silencieux, que je n'ai pas pu le supporter. Alors, je l'ai rallumé. Ensuite, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai appelé le médecin. J'ai appelé les pompes funèbres. Et puis, parce qu'ils étaient sa famille et que c'était la chose décente à faire, même s'ils n'avaient pas mérité cette décence, j'ai appelé mes parents. Ma mère a décroché. Maman, ai-je dit, grand-père est décédé, la nuit dernière. Il y a eu un silence au bout du fil. Et ensuite. J'entendrai cela, jusqu'à ma mort. La première chose qui est sortie de la bouche de ma mère, n'était pas un cri de chagrin. Ce fut une question, rapide, vive, et intéressée. Oh, a-t-elle dit. Oh, fait, est-ce que quelqu'un a appelé l'avocat? Est-ce que quelqu'un a appelé l'avocat? Son père était mort et froid depuis seulement 4 heures, et son premier instinct était pour l'héritage. Je lui ai dit que je devais y aller, et j'ai raccroché. La radio a crépité. Je me suis fait une tasse de café, dans sa tasse à lui, et je l'ai laissé refroidir, juste pour savoir ce que ça faisait. C'est aux funérailles que ma mère a livré la performance de sa vie. Elle portait du gris anthracite, et pleurait sur commande à l'avant de la chapelle. Elle se tamponnait les yeux sous ses lunettes de soleil, acceptant le bras de chaque cousin, venu la réconforter. Nous avons pris tellement soin de lui, répétait-elle sans cesse aux personnes venues présenter leurs condoléances, jusqu'à ce qu'elles finissent par y croire. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. À la fin, il voulait simplement être avec la famille. Les gens hochaient la tête. Les gens lui tenaient les mains. Ma tante Carole m'a lancé un regard à travers la pièce, qui voulait dire, tu vois, elle est dévastée. Comment as-tu pu penser autrement? Je me tenais sur le côté, vêtu d'une robe noire que j'avais achetée, pour un discours de start-up, que je n'ai jamais fait. Et je n'ai rien dit, parce qu'il est impossible de gagner un concours de chagrin, contre une femme prête à pleurer, sur son propre crime. Dal a prononcé un éloge funèbre, sur la valeur du travail acharné. Un discours qui, curieusement, parlait surtout de Dal. Mon père n'a pas pris la parole. Roy est resté assis au premier rang, les mains entre les genoux, les yeux fixés sur le sol. Et à 2 reprises, je l'ai vu jeter un regard au cercueil, puis détourner les yeux rapidement, comme si cela lui faisait mal, d'être surpris en train de regarder. Ce fut la première fêlure que j'ai remarquée chez lui. Je l'ai gardée dans un coin de ma tête, elle aussi. Après la cérémonie, alors que la foule se clairsemait, une femme aux cheveux gris acier a remonté l'allée centrale vers moi. Margaret Ellison, dans un tailleur bleu marine, avec un dossier en cuir, sous le bras. Elle m'a présenté ses condoléances. Simple et sincère. Puis, elle m'a tendu une carte, avec une date et une heure au dos. La lecture du testament, a-t-elle dit. Dans 10 jours. Dans mon bureau. Elle m'a regardé dans les yeux. Votre grand-père a demandé que tout le monde soit présent dans la pièce. A-t-elle insisté. Tout le monde. Et puis, elle a fait la chose la plus étrange. Elle a jeté un regard à ma mère, à l'autre bout de la chapelle, s'est tournée vers moi, et a hoché la tête. Un petit hochement de tête complice. Le genre qui signifie, je sais quelque chose, que tu ignores encore. Les 10 jours précédant la lecture, furent comme un long mauvais temps, qui s'éternise. L'histoire racontée par ma mère, s'est transformée en vérité familiale. Fait à profiter d'un vieil homme confus. Fait l'a isolé, de son fils aimant. Fait en a après l'héritage. L'ironie de cette dernière accusation, venant de la femme dont la première question sur le cadavre de son père concernait l'avocat, reniflement, aurait pu fournir de l'électricité, à une petite ville. Les cousins ont pris parti. Tante Carole a appelé pour suggérer gentiment, que je devrais peut-être laisser la famille gérer l'histoire du testament, et éviter de faire un scandale. Un scandale. J'avais préparé un repas tous les soirs, pendant 3 mois. J'avais perdu 2 contrats, et ma voiture. Ma mère avait pleuré dans une chapelle, et c'était elle qui incarnait le deuil. J'ai refusé de me disputer. Non pas parce que j'étais une sainte. Je voulais hurler la vérité, dans le fil de discussion du groupe, jusqu'à m'en casser la voix. J'ai refusé, parce que j'avais observé ma famille entière,
passé 8 mois à prouver que c'est la version qui crie le plus fort qui gagne. Et j'avais décidé que je n'allais pas me battre sur leur terrain. Qu'ils parlent. Leur bavardage n'était pas un procès. Ce n'était que des paroles en l'air. Je ne vais pas me disputer au sujet d'un homme pour qui j'ai été réellement présente, ai-je dit à Carole. Et j'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse en faire tout un scandale, sur le fait que je faisais un scandale. Dans le silence de l'appartement, j'ai gardé sa radio allumée. J'ai gardé sa tasse, sur le rebord de la fenêtre. Et j'ai gardé la clé en laiton, car 3 jours après les funérailles, en triant ses dernières affaires dans un sac de dons, je l'avais trouvée. Elle n'était pas sur son cordon de cuir, autour de son cou, là où elle avait vécu pendant des mois. Elle était posée en vrac dans le tiroir de la table de nuit, au-dessus d'un morceau de papier plié, écrit de sa main au crayon. « Donne ceci à Margaret », disait le mot. Alors, j'allais le faire. Ces 10 jours m'ont paru durer une année. La tempête, sur la bande longue portée, continuait de s'intensifier. Le matin de la lecture, j'ai fait quelque chose qui semblera probablement étrange. J'ai placé sa radio météo sur le siège passager du camion et je l'ai attachée avec la ceinture. Je sais ce que cela donne comme impression. Je suis ingénieur. Je ne crois pas qu'une radio possède une âme. Mais je l'avais déjà conduit chez l'avocate une fois, avec cette chose qui crépitait entre nous. Et je n'étais pas prête à faire ce dernier trajet avec le siège vide. Ainsi, la radio s'est retrouvée à la place du mort, l'antenne déployée, diffusant une alerte de violents orages pour tout le comté. La tempête que nous traquions depuis des jours arrivait enfin. La clé en laiton était dans la poche de mon manteau, enveloppée dans son petit mot au crayon. J'avais réfléchi à ce qu'elle ouvrait pendant ces 10 jours entiers, et je n'avais abouti à rien. Un coffre-fort. Un casier. Un tiroir, dans un bureau qui aurait toujours été le sien. Je me suis garé, devant le bâtiment bas en briques de Margaret Ellison, au moment où les premières grosses gouttes de pluie frappaient le pare-brise. La Buick de mes parents était déjà là. Tout comme le camion de dalle. Celui qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer. Je suis resté assise une seconde, la main posée sur le boîtier en plastique chaud de la radio. Quoi qu'il y ait là-dedans, lui ai-je dit comme une idiote. Comme une idiote en deuil. Nous avons fait notre part. Puis je l'ai éteinte, et l'habitacle de la voiture est devenu silencieux. Et j'ai pris la clé ainsi que le mot, et je suis entré, pour découvrir ce que mon grand-père avait couché par écrit, lors de son dernier après-midi de lucidité. La salle d'attente sentait la pluie et l'encre d'imprimante. Ma mère était assise, les chevilles croisées et le menton levé, affichant déjà le visage d'une femme, sur le point d'être réhabilitée. Dalle faisait rebondir son genou. Mon père était assis un peu à l'écart, les yeux fixés sur la moquette. Et quand je suis entré, il a levé les yeux vers moi, avec une expression indéchiffrable. Quelque chose, entre la terreur et les excuses. Puis, il a détourné le regard. Pendant que nous attendions d'être appelés, ma mère n'a pas pu s'en empêcher. Elle n'en a jamais été capable. Elle s'est penchée vers mon père, et a dit, juste assez fort pour que tout le monde entende, « Eh bien, il n'y a pas grand-chose à lire, n'est-ce pas ? L'homme nous a déjà tout donné. » Ce « nous » a été prononcé, comme un petit drapeau de victoire, planté sur une colline. Dalle a doucement reniflé de rire. Probablement le camion et cette radio de malheur, a-t-il dit, en me lançant un regard, car il m'avait vu, la porter en entrant. Laissez-moi vous dire ce qu'il croyait en entrant dans cette pièce, parce que c'est crucial, pour comprendre ce qui s'est passé. Il croyait que le 1,5 million, 1,2 million, représentait l'intégralité de ce que possédait Harold Anderson. Il croyait qu'ils avaient déjà l'argent, net et sans bavure. Que le rachat était terminé. Il pensait que cette journée n'était qu'une formalité. La lecture d'un court testament, léguant les babioles d'un éleveur frugal et décédé, à quiconque en voudrait. Et que la seule question en suspens était de savoir si j'allais essayer de m'accaparer la tasse et la radio, par pur sentimentalisme. Ils n'en avaient aucune idée. Aucun d'entre eux. Ils avaient passé 30 ans, debout sur quelque chose, en le traitant simplement de saleté. La porte du bureau s'est ouverte, et Margaret Ellison se tenait là, dans son tailleur bleu marine, avec son dossier en cuir. Elle nous a tous regardés, un par un, et son regard s'est arrêté sur moi, en dernier. Harold a tout mis à jour, il y a 8 semaines,
a-t-elle annoncé. La pièce entière s'est figée. 8 semaines. Le sourire de ma mère a vacillé. Il y a 8 semaines, cela signifiait que c'était après l'épisode du Porsche. Après la pluie. Après qu'il eût emménagé dans mes 75 mètres carrés, qu'il eût commencé à dessiner des capteurs, et qu'il eût demandé qui gardait les choses par écrit. Il avait tout mis à jour. Margaret a reculé, et a tenu la porte ouverte. Je vous en prie, a-t-elle dit. Il a demandé que je lise ceci en votre présence à tous. Il a été très clair à ce sujet. Nous sommes entrés à la file indienne. La pluie frappait fort contre les fenêtres. La salle de conférence était petite. Une longue table, 8 chaises, une fenêtre ruisselante de pluie, et une crédence métallique contre le mur du fond. Ma tante Carole et l'un de mes cousins étaient également présents en tant que témoins, que Margaret avait apparemment demandé. Nous nous sommes assis, ma mère et mon père d'un côté, Dal à côté d'eux, moi en face, et la parenté, au bout de la table. Margaret a pris la place en bout de table. Elle a posé le dossier en cuir, et à côté, une deuxième chose, un long tiroir de classeur, en métal gris. Le genre de boîte verrouillable, qu'elle avait soulevé, pour le poser sur la crédence. Il y avait un petit trou de serrure. J'ai senti la clé en laiton dans ma poche, comme si elle était soudainement devenue plus lourde. Avant que je ne lise le document, a commencé Margaret, votre grand-père a laissé une instruction. Elle a fait glisser un mot plié, vers moi. Je l'ai ouvert. C'était son écriture au crayon. Fais, disait le mot. Ouvre-le, quand elle te le demandera. La clé est à toi. Alors, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la crédence et, sous les regards braqués sur moi de toute la pièce, j'ai sorti la clé en laiton, sur son cordon de cuir usé, et je l'ai insérée, dans la serrure. Elle a tourné, comme si elle n'avait attendu que ça, pendant 51 ans. À l'intérieur du tiroir, se trouvait un seul, et épais dossier en accordéon, étiqueté de son écriture carrée, la terre. Je l'ai apporté jusqu'à la table, et je l'ai posé, devant Margaret. La voix de ma mère s'est fait entendre, toute fluette, qu'est-ce que c'est que ça? Margaret a ouvert le dossier, mis ses lunettes de lecture, et a regardé tout le monde autour de la table, par-dessus sa monture. Ceci, a-t-elle déclaré, est ce que Harold Anderson possédait réellement. Et la température dans la pièce a chuté, avant même qu'elle n'ait lu le moindre chiffre. Margaret l'a lu, très simplement. Pas de drame. Ce qui a rendu les choses encore pires pour eux. En 1979, a-t-elle commencé, Harold Anderson a séparé les droits miniers de la surface de son ranch et a signé un bail minier que le reste du comté jugeait sans aucune valeur. Il n'était pas sans valeur. Pendant 46 ans, ces minéraux avaient produit des rendements. Lentement au début, puis de manière constante. Ensuite, après l'installation de nouveaux puits, de façon très substantielle, à travers tout le bassin. Harold n'en avait jamais dépensé un seul euro. Il avait laissé cet argent s'accumuler, dans des comptes et des placements prudents, qu'il gérait lui-même, tout seul, sans le dire à personne. En continuant à rapiécer ses bottes, et à baisser les fenêtres de son vieux camion. Lorsqu'il a vendu la surface du ranch l'année dernière, a poursuivi Margaret, il n'a vendu que la terre. Il a conservé ce qu'il y avait en dessous. Elle a tourné le relevé de compte, pour que toute la tablée puisse en voir le résultat final. Le patrimoine minier, ainsi que ses revenus accumulés, étaient évalués, il y a 8 semaines de cela, à un peu plus de 20 millions d'euros. 20 millions. Ce chiffre s'est imposé au milieu de la table, comme un pavé, jeté à travers une vitre. Dal reniflement a émis un bruit, comme s'il avait été frappé. Ma mère a chuchoté, c'est impossible, d'une voix qui avait perdu toute son assurance. La main de Carole s'est plaquée sur sa bouche. Et mon père. Mon père n'a pas du tout regardé le relevé. Il fixait le dossier en accordéon, les mots la terre, écrits au crayon par son propre père, et son visage était devenu d'une pâleur cadavérique. La terre n'a jamais été que de la terre. Je l'ai entendu résonner, dans la voix de mon grand-père, aussi clairement que si la radio du camion l'avait diffusé. Il me l'avait dit, à 2 reprises. Il me l'avait dit devant la clôture vide, et de nouveau, la nuit où le prototype avait fonctionné. Et les 2 fois, je l'avais écouté d'une oreille distraite, trop occupée que j'étais, à échouer dans ma propre vie.
Ma mère s'est ressaisie en premier, à la manière des prédateurs. Très bien, a-t-elle lâché, en agrippant le bord de la table. Très bien. Mais nous avons ce 1,5 million, 1,2 million. C'est réglé. C'était son cadeau, pour Roi. Margaret l'a laissé finir. Ensuite, elle a tiré une seule page du dossier, et l'a posée à plat. À ce propos, a-t-elle rétorqué, Harold a documenté le transfert de ce 1,2 million, dans ce plan de succession. Il l'a consigné, non pas comme un cadeau, ni comme un paiement pour des soins prodigués. Car aucun accord d'aide-soignant n'a jamais été signé. Il l'a enregistré, comme une avance, sur la part d'héritage de Roi. Une avance. Ma mère ne comprenait pas encore le sens de ce mot. Je l'ai regardé encaisser le coup, par étapes. Margaret a rendu la chose très simple à comprendre. Cela signifie, a-t-elle dit, que les 1,2 million ont déjà été comptabilisés. Ils sont déduits de ce que Roi devait recevoir. Il n'y a pas de cadeau séparé. Et selon les termes qu'Harold a signés il y a 8 semaines, après déduction de cette avance, le reste alloué à Roi Anderson est de. Elle a fait glisser son doigt le long de la page. Ce montant-ci. Elle a tourné la feuille. Le chiffre, sous le nom de Roi, était très petit. Bien plus petit que le camion que Dal n'avait pas les moyens de se payer. Margaret a levé les yeux, et elle a lu une ligne du document, avec les propres mots de mon grand-père. Car il lui avait demandé de la lire textuellement. Un chèque encaissé n'est pas la même chose qu'une promesse tenue. J'ai entendu la propre voix de ma mère lui revenir en pleine figure, à travers 8 mois et une tombe. Nous avons pris soin de lui. Le chèque a été encaissé. Et j'ai vu cette certitude voler en éclats, face à cette seule phrase. Elle avait bâti toute sa défense sur un simple reçu. Et mon grand-père, depuis l'intérieur d'un dossier étiqueté au crayon, venait d'informer toute la pièce, qu'il n'avait en fait jamais accepté ce reçu comme un paiement. Ensuite, Margaret s'est tournée vers moi. Et je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti. C'était presque le vide absolu. Juste un bourdonnement aigu et net, comme après un bruit assourdissant. Le reliquat de la succession, a-t-elle lu, après l'avance faite à Roi, et de modestes legs à d'autres, y compris un fonds qu'Harold a ordonné de créer, et transmis en fiducie à sa petite-fille, Fay Anderson. Elle a nommé le montant. Je ne l'ai pas retenu. Je m'agrippais fermement au bord de la table, et à la clé en laiton, encore chaude au creux de ma main. Margaret a reposé le document sur la table, et elle a pris l'enveloppe de couleur crème, celle que j'avais trouvée et jamais ouverte, 11 jours avant de faire sa connaissance. Il m'a demandé de vous lire ceci. À vous tous, pour terminer, a-t-elle dit. Elle a déplié la lettre. Elle était courte. Il n'avait jamais gaspillé un seul mot, de toute sa vie. À ceux qui ont reçu le chèque, a-t-il écrit. J'espère que vous le dépenserez bien. Je vous l'ai donné exprès. Je voulais voir ce que fait un homme lorsqu'il pense que l'argent est déjà sien, et que le vieil homme n'est plus qu'un poids mort. Maintenant, je sais. A fait. Tu n'as pas ouvert l'enveloppe. Je t'ai regardé, la remettre à sa place. Tu n'as jamais demandé ce que tu allais y gagner. Pas une seule fois. Même lors de la pire des nuits. Et c'est la seule lecture de l'âme humaine, en laquelle j'ai jamais eu confiance. La terre n'a jamais été que de la terre, gamine. Et toi non plus. Prends en soin, comme tu as pris soin de moi. Je n'ai pas pleuré, dans cette pièce. Je m'étais promis de ne pas faire cette autre chose devant eux, et j'ai tenu cette promesse, tout comme j'avais tenu l'autre. Mais j'ai posé ma main à plat, sur le dossier en accordéon, directement sur le mot terre écrit de son crayon. Et je l'ai laissé là. C'est à ce moment-là, que ma mère a explosé. Elle s'est levée de sa chaise, en claquant ses 2 mains sur la table. Elle l'a manipulé, a-t-elle crié, la voix montant dans les aigus. Un vieil homme malade et confus, 8 semaines avant sa mort. Elle lui a monté la tête. Elle l'a retourné contre nous. C'est de l'abus de faiblesse, et je vais en contester chaque mot. Margaret n'a pas scié. L'enregistrement vidéo de l'évaluation des capacités d'Harold est dans le dossier, a-t-elle rétorqué. Examiné par 2 médecins, il a été jugé pleinement sain d'esprit. Libre à vous de le contester. Ma mère s'est alors retournée contre moi.
Après tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille, a-t-elle fulminé. 30 ans, et tu nous voles notre héritage, avec un fer à souder, et une histoire à faire pleurer dans les chaumières. Son visage était baigné de larmes maintenant, mais ce n'était pas du chagrin. C'était de la rage, déguisée sous les habits du chagrin. Et tout le monde dans cette pièce pouvait enfin voir la différence. Dal tenait sa tête entre ses mains, recalculant les chiffres d'une somme qui n'arriverait jamais. Carole s'était figée, et elle observait ma mère, comme si elle la voyait clairement, pour la première fois en 30 ans. Et mon père, roi, a émis un son. Un petit son brisé. Reniflement, il fixait la lettre dans la main de Margaret. Ses yeux étaient rouges et embués de larmes, et sa bouche a bougé. Et ce qui en est sorti, fut un seul mot, papa. Juste ça. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il se lèverait, qu'il dirait la vérité, qu'il s'effondrerait de la bonne manière. Il m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. Et puis ma mère a dit, roi. Sec, comme une gifle. Et mon père a refermé la bouche. Il a baissé les yeux vers la moquette, et il est resté exactement, là où il avait toujours été depuis 30 ans. Prends soin de moi. Il n'avait jamais demandé qu'une seule chose, à une seule personne. Et ce n'était pas à celle qui détenait le chèque. Je me suis levé, non pas parce que j'avais un discours de préparé. Je n'en avais aucun. Je me suis levé parce que j'en avais assez d'être assise. Et parce que la chose la plus calme, dans cette pièce bruyante, c'était moi. Et je voulais que ça reste ainsi. Ma mère parlait encore. Quelque chose à propos d'avocat. Quelque chose sur le fait que l'histoire n'était pas terminée. J'ai attendu qu'elle s'essouffle. Puis j'ai dit, la seule chose que j'avais à dire. Je ne vais pas me battre contre toi, lui ai-je dit. Je ne vais pas contester, ni argumenter, ni publier quoi que ce soit, ni appeler les cousins. Grand-père a déjà tout dit par écrit. Je vais juste faire ce qu'il a demandé. Elle m'a dévisagé, attendant l'attaque, qui lui permettrait de jouer la victime. Je ne la lui ai pas donnée. Tu avais un contrat, que tu n'as jamais signé, ai-je déclaré. Et moi, j'avais un homme, que je n'ai jamais renvoyé. C'est là, toute la différence. C'est la seule différence, qu'il n'y ait jamais eu. J'ai ramassé le dossier en accordéon et la clé, puis j'ai fait un signe de tête à Margaret, qui m'a répondu, depuis la porte. Je me suis arrêté, parce qu'il y avait une dernière chose vraie à dire, et que ça ne me coûtait rien. Il a lavé sa propre tasse, la nuit où il est mort, ai-je dit à la pièce, en m'adressant surtout à mon père. Pour que tu n'aies pas à le faire. Puis, je suis sorti dans le couloir. Et derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère s'élever à nouveau, pour aller se briser, contre le silence de tous ceux qui, autrefois, la croyaient. Et j'ai continué à marcher, laissant derrière moi l'odeur d'encre d'imprimante, pour retourner, sous la pluie. Voici ce que l'argent a fait, et n'a pas fait. Car la catharsis est facile, mais les conséquences sont bien réelles. Mes parents ont gardé leur 1,5 million. Il en avait déjà été dépensé, une bonne partie. Une nouvelle Buick, une cuisine rénovée, l'acompte pour le projet immobilier raté de Dal. Mais cette avance signifiait qu'il n'y aurait plus rien d'autre. Et les 20 millions qu'ils supposaient être à eux par les liens du sang, n'avaient jamais existé entre leurs mains, à aucun moment. Ils n'ont pas contesté le testament. Margaret a passé un appel discret, concernant les évaluations de capacité et le deuxième médecin. Et la bataille s'est éteinte, avant même de commencer. Dal a dû faire face à ses propres dettes, sans l'aubaine d'un héritage inattendu pour le sauver. Aux dernières nouvelles, il mettait en vente son camion. Les cousins, qui avaient hoché la tête en signe d'approbation aux funérailles, sont devenus très silencieux. Tante Carole m'a appelé un mois plus tard. Et la première chose qu'elle m'a dite, a été, je suis désolé, fait. Je l'ai cru, parce que c'était plus facile, ainsi. La version de ma mère, qui avait dirigé notre famille pendant 30 ans, dévouée, privée de tout, et dévastée. Cette version-là, n'a pas survécu à la salle de conférence. Les gens l'avaient regardé se tenir debout au-dessus du motère, écrit de la main de son père mort, pour traiter sa propre fille de voleuse. Vous ne pouvez pas effacer ça, avec une tenue grise et de simples lunettes de soleil. Elle avait dit, sur un porche sous la pluie, il n'est plus notre problème, désormais. Et au final, elle avait raison. Mais pas du tout de la façon dont elle l'entendait. Aucun d'entre eux
n'était plus mon problème, désormais. C'était moi qui possédais le dossier intitulé La Terre, la clé en laiton, et une lettre, que je garderai jusqu'à ce qu'on m'enterre. J'adorerais pouvoir vous dire, que je me sentais triomphante. Ce n'était pas le cas. J'ai conduit pour rentrer chez moi dans la tempête, avec sa radio annonçant la fin de l'alerte, alors que les cellules orageuses se déplaçaient vers l'est. Je me suis garé, et je suis resté sur le parking jusqu'à ce que tout passe. Et j'ai ressenti, ce chagrin silencieux et très spécifique, d'avoir gagné une chose, que j'aurais échangée sans la moindre hésitation, pour une seule dernière mauvaise tasse de café, avec un vieil homme têtu. Cela fait 1 an, maintenant. J'ai fait, ce qu'il a demandé. La fiducie a financé ce projet, que lui et moi avions commencé, à la table de ma cuisine. Le capteur de sol et de tempête bon marché, repensé autour de sa ridicule radio météo. Celui qui extrait l'arrivée de la pluie, directement depuis la bande publique, pour qu'un agriculteur n'ait plus, à payer pour scruter le ciel. Nous le vendons aujourd'hui à un prix, qu'une véritable exploitation agricole peut s'offrir. Ce qui, au fond, a toujours été son objectif. Les bons outils, méritent leur prix. Et ce fonds, qu'il a inscrit dans son testament, je le dirige, moi aussi. C'est une petite structure, à but bien précis. Il aide les familles qui n'ont pas les moyens de payer pour des soins, à garder un parent vieillissant à la maison, plutôt que sur un Porsche. Nous l'avons baptisé, le fonds Harold. Pas de plaque commémorative, pas de gala de charité. Juste des loyers couverts, et des ordonnances payées pour des personnes, qu'une famille obsédée par les chèques à encaisser, aurait considéré comme un problème. Sa radio trône sur mon établi. Toujours allumée, murmurant toujours la météo, à une pièce qu'il ignore la plupart du temps. La tasse en émail bleu ébréché, me sert de pot à crayon. La clé en laiton, est accrochée à un clou près de la porte. Et certains matins, je la touche en sortant. De la même façon, qu'il la faisait tourner entre ses doigts. La clé, ouvrait toujours quelque chose qui valait la peine d'être ouvert. Il avait raison. Elle a ouvert un tiroir, un chiffre de compte en banque, et la vérité. Mais surtout, elle a ouvert la partie de moi, qui avait cessé de croire, qu'être présent pour quelqu'un, avait la moindre importance. Un chèque peut être encaissé, en une seule seconde. Et les gens vous diront, que cela règle les comptes. Mais tenir une promesse, cela demande, le reste de votre vie. Et au bout du compte, c'est le seul grand livre comptable, que quiconque lira jamais à voix haute, dans une pièce devenue silencieuse. Voilà mon histoire. Une nuit de tempête. Une phrase, prends soin de moi. Et un testament, qui a fini, par remettre les choses à leur place. Si cela vous a rappelé que l'amour, est quelque chose que l'on fait et que l'on prouve, et non quelque chose que l'on transfère par virement, prenez-le comme un signe. Appelez cette personne, qui a un jour répondu présent pour vous, pendant que vous le pouvez encore. Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre cela, partagez-le avec lui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous retrouve, dans la prochaine histoire.